I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Je suis aligné avec Mika, on voit juste la ligne de PEC, voilà, je suis aligné avec Mika. Ouais, moi, pour pas qu'on voie mon début de ventre qui commence à revenir. Les gars, welcome. Comme on l'avait annoncé précédemment, preview, analyse, pronostic sur l'UFC 288. Pour pas changer, Aldric Cassata, Mickaël Lebou, le trio de légende. Comment ça va, les gars? C'est clairement ça. Bah écoute, ça va, nickel. Toujours un plaisir là de vous retrouver. Et c'est bien parce qu'il y a des pauses UFC qui arrivent et notamment celui-là. Donc j'ai hâte d'écouter un peu vos pronostics, vos commentaires, vos analyses et voilà. Pareil, toujours un plaisir de participer au podcast. Et vous m'avez manqué, hein, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Vous m'avez manqué. Hein. Non, mais c'est bien ça, il faut qu'on l'instaure ce format-là. Et c'est plus qu'un podcast, c'est qu'on le fait à trois. Donc, c'est cool de prendre du temps avec nous. Et on va vraiment essayer de faire ça ensuite de plus en plus. Et notamment pour la semaine prochaine, parce que même la semaine prochaine, on peut le dire, c'est sûr qu'on le fera aussi parce que c'est entre la carte du Ares, la carte du Bellator et tout ce qui va se passer le week-end prochain, on sera obligé aussi de faire cette émission. Donc, c'est cool. C'est un métier qui est amené à vivre avec vous, les gars. Avec grand plaisir, en tout cas. Moi, je vous rejoins pour la semaine prochaine aussi. Ok, let's go. Donc, UFC 288, main event, Sterling qui défend sa ceinture contre Cerudo. On avait sélectionné quelques combats, notamment Mosvar contre Bryce Mitchell. Finalement, il y a eu un désistement du côté de Bryce Mitchell. D'ailleurs, les raisons, je ne sais pas si vous les avez. Et écoute, pour l'instant, ils ont prétexté, ils ont annoncé une blessure. Après, Mitchell, il est coutumier du fait quand même. Il y a déjà eu d'autres pull-out. Il a dit même qu'il avait combattu blessé là, quand il a pris Ilia Topuria. Donc, à voir pourquoi il y a des blessures récurrentes et ce qui se passe. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on avait envie de voir cet affrontement. Et moi, j'avais envie de voir si Movsar, ça tenait le coup face à un Bryce Mitchell qui a des qualités quand même et qui avait quand même opposé beaucoup de résistance à Ilia Topuria lors de leur affrontement. Bon, bah, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ouais, on peut reconnaître qu'il a été dur au mal, Bryce Mitchell, sur le combat. Mais on a surtout vu une grosse différence de niveau entre Topuria et Bryce Mitchell. Oui. Et je pense que Mitchell, il a quand même conscience que Movsar, c'était peut-être pas non plus un cadeau. Et que c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit que s'il n'était pas en pleine forme avec cette erreur, parce que souvent on apprend aussi de ses erreurs, c'était quand même quelqu'un qui a connu que des victoires, qui n'a jamais connu de défaite. C'est sa première défaite en carrière face à Topuria. Et je pense que ça lui a laissé des séquelles, hein, ce triangle au deuxième round. Je pense qu'il s'en voudra quand même. Donc, ouais, je pense que s'il n'était pas à 100% ou qu'il ne s'est pas senti prêt pour ce combat, il a préféré décliner. Mais c'est vrai qu'ils sont restés vagues, l'UFC, sur la communication de la blessure de Bryce Mitchell. C'est ça. Juste un petit mot là-dessus. Il a pris une def quand même en demi ou en finale du TUF contre Brad Katona sur une clé de bras au troisième round. Après, c'est solide, Mitchell. Je suis d'accord avec toi. Topuria, ça nous a permis. Moi, cet affrontement, il m'a permis de voir que Mitchell, c'était top 10 et que Topuria, ça pouvait aller au-dessus. Et du coup, c'était bien parce qu'on aurait pu avoir l'indicateur aussi sur Movsar. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. On reverra. J'espère que. Je ne pense pas que ce combat va nous apprendre beaucoup parce que. Clairement, il n'a pas une très très grosse défense de lutte, notre ami brésilien Diego Lopes, même s'il a un très très beau record de. Oui, Aldric, juste, je précise qu'en gros, pour ceux qui écoutent, que là, il y a eu un champion 10 pour Diego Lopez et qui fera justement son premier combat à l'UFC contre Movsar, qui est 10e du classement des featherweight. Donc voilà, je te laisse poursuivre. Non, Lopez, je voulais en parler 2 secondes. Au Contender Series, c'est une défaite quand même très serrée. Qui méritait quand même contre Brito, qui fait pas un mauvais début à l'UFC. Je crois qu'il est à 2-1 en carrière à l'UFC, donc c'est pas un peintre non plus de Diego Lopez. Il a croisé le chemin de Beltran que Damien a battu il n'y a pas très longtemps à Arès. C'est un gros gabarit pour la KT, il est pas mauvais, il a une bonne guillotine, il est pas mauvais quand même sur le dos. Je pense qu'on va se diriger vers une victoire de Movsar à la décision, mais c'est pas, ils lui ont pas mis un peintre. Mais c'est vrai que c'était à signaler qu'ils veulent faire évoluer Movsar dans la KT parce que normalement, quand tu es top 10, on ne te prend pas un UFC début pour te maintenir sur une carte. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de l'UFC de le faire avancer et de le faire évoluer au ranking.
Moi, je pense qu'en fait, l'UFC il reste un peu sur leur fin avec Movzar, c'est-à-dire que Movzar, il a toutes les qualités pour être même peut-être prétendant au titre, sauf qu'on l'a vu à l'UFC, il arrive avec une fiche parfaite de 10-0 au M1. On sait que le M1, c'est très solide. Au M1, il fait beaucoup de finish, il finit quasiment 9 combats sur 10. Il arrive à l'UFC et à l'UFC, c'est 6 victoires, 6 décisions. Donc là, on lui proposait Bryce Mitchell, c'était un gros défi. Et je pense que là, il lui donne Diego. Diego, c'est quand même en dessous de Bryce Mitchell, c'est quand même en dessous de ce qu'il a connu. C'est beaucoup de combats en carrière, mais c'est très peu dans le très très haut niveau, on va dire. Il n'a pas connu de grosse big league. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est plus l'UFC qui viennent, même si, ok, bah, il signe un nouveau prospect pour la KT, etc., avec Diego Lopez, mais c'est aussi une manière de voir est-ce que Movzar va réussir peut-être à finaliser, à se délier un peu, va peut-être venir chercher une soumission, une finalisation, parce que c'est ce qui lui manque aujourd'hui pour créer de la hype dans la KT, parce que là, on le voit, il est arrivé top 15 et pourtant personne ne le connaît et c'est pas fulgurant. Un peu à l'image de Ismagulov, le gars du M1 qui était à 70, qui est rentré à l'UFC, qui a enchaîné les bonnes perfs, mais c'était que des décisions serrées, etc. Donc, je pense que c'est plus un test pour Movzar et que l'UFC attend de lui là qui finalise ce combat. Voilà, c'était mon analyse. Ouais, je te rejoins. C'est ça. Et le combat qu'on avait choisi, c'était aussi Charles Jourdain contre Kron Gracie, qui revient après 3 ans d'absence, notre cousin québécois, Charles Jourdain. Un style d'opposition, on a un gars qui vient clairement du sol et un striker qui n'aime clairement pas les phases de lutte et de sol, comme il l'avait dit en interview. Comment vous voyez que ce combat se déroulait? Mika, tu veux commencer? Je vais comme si vous voulez. Vas-y. Alors, ce combat, déjà, je tiens à préciser que c'est vraiment Aldric qui l'a choisi. Comme ça, on dit un peu pourquoi, qu'est-ce qui a motivé. Moi, sur ce combat, Charles Jourdain, des fois, je suis grave, je suis un peu fou de ses performances. Notamment, je trouvais que le combat qu'il avait fait contre Damien Lapillus, c'était fou parce qu'il se fait dominer quasiment 4 rounds sur les 5 et à la fin, il revient, tu sais même pas comment, il revient des enfers. À l'UFC, il fait, c'est un parcours en dents de scie, il gagne, il perd, il gagne, il perd. Il y a une hype autour de lui parce que c'est quelqu'un qui donne tout, ça on peut pas lui reprocher. Par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment pas intelligent, qui sait pas gérer ses efforts, qui a du mal à gérer sa carrière. On le voit face à Shane Burgos, il fait un combat de ouf. Shane Burgos l'emporte à la décision majoritaire. Derrière, allez savoir pourquoi il accepte 2 mois après. C'était une guerre phénoménale contre Burgos. Il accepte de prendre Nathaniel Wood alors que Nathaniel il monte de KT. Et là, il se fait dominer dans son propre domaine. Il prend des crochetages à n'en plus finir à Bercy. À aucun moment, il a réussi à adapter son jeu. Il était clairement soit pas prêt, soit surclassé par Nathan Wood. Donc, moi, Charles Jourdain, je trouve qu'il a des qualités. C'est quelqu'un qui est indéniablement qui a du cœur et qui peut, grâce à ça, gagner, faire retourner un combat, etc. Mais je trouve qu'il n'a pas une maturité de champion encore. Il n'est pas arrivé à maturité. Il n'a pas assez de recul sur ce qu'il produit. Et aujourd'hui, on lui propose un combat face à, on va dire, quelqu'un qui est, il n'y aura pas de grande surprise sur ce que va nous proposer. On sait qu'il va aller chercher le sol. On sait que c'est un peu le talon d'Achille de Jourdain. Jourdain, on sait qu'il est bon quand il est un peu foufou, etc. Et c'est ce qui va le mettre en danger dans ce combat. C'est que s'il ne respecte pas trop les distances, à un moment donné, il risque de se faire prendre à son propre jeu. Après, sur les qualités techniques, si Jourdain fait parler son pied-point et qu'il met un peu d'intelligence de combat, il va gagner ce combat. Donc, ça sera aussi un combat qui me permettra de juger de sa maturité de combat. Maintenant, Kron Gracie, il a ses chances à voir s'il arrive à casser cette distance et amener le combat au sol. Mais on l'a vu galérer contre Cub Swanson, même si c'est un vieux loup, Swanson. Il s'est passé 4 ans. Quid sur l'état de forme de Gracie, quid sur ce qu'il a appris, quid sur plein de choses. Donc, difficile à pronostiquer tant il n'a pas été présent sur les réseaux et sur la cage. Mais voilà un peu l'image que j'ai du combat. Si Charles Jourdain ne respecte pas son adversaire et qu'il se laisse emporter par sa folie habituelle, il peut se faire soumettre. Mais si il gère sa distance, normalement, son pied-point va parler pour lui. Aldric, quelque chose à rajouter? Ouais, bien sûr. Moi, ce combat, il m'intéresse pour… effectivement, si je devais le qualifier, je dirais que c'est le combat de la remise en question.
Kron, on ne sait pas trop. Depuis 3 ans ou 3 ans et demi qu'il a pris Cub Swanson, bon, bah, on ne sait pas s'il s'est entraîné, s'il a progressé. Il a quand même 36 ans, donc je pense que c'est un de ses derniers rushs à l'UFC. S'il gagne et puis s'il perd, c'est, je pense, la fin. Et donc, Kron, grosse interrogation, et c'est pas pour ça vraiment que j'ai choisi le combat, c'est pour Charles. Pourquoi le combat à l'UFC Paris contre Wood, je te rejoins à 10 000%. Mikaï s'est fait surclasser par Nathaniel pour des raisons de footwork, de défense de lutte, d'un peu tout. En fait, il n'arrivait pas à s'exprimer. Au pied de la cage, moi j'y étais aussi, et il y avait aussi Georges Saint-Pierre qui l'a tout de suite attrapé dès la fin du combat et qui lui a dit je vais t'aider, je vais essayer de recadrer ta lutte avec toi. Et c'est une chose qui a été faite. Alors après, est-ce que ça a été fait 2-3 fois pour la photo sur les réseaux sociaux ou est-ce que ça a été fait sérieusement? On va le découvrir ensemble cette semaine. Mais Charles, je sais qu'il a fréquenté la Montréal Wrestling Academy de Victor Zimmerman. Je sais qu'il l'a fait de façon assidue. J'ai aucun doute sur le fait que quand même depuis septembre, on est quand même, ça fait quoi? Ça fait 8 mois. Il a quand même, je pense, appris des choses, notamment sur la défense de lutte, que ce soit premier degré, deuxième degré et tout ce qui va avec. Donc, j'ai envie de me dire qu'on va voir un Jourdain plus posé, plus sûr de sa takedown defense et qu'on va pouvoir le voir performer face à Kron et qu'on va avoir un nouveau Charles avec un fight IQ plus intelligent et plus posé sur la défense de lutte. Donc, ouais, rien que pour le passage, c'est Victor Zimmerman à la Montréal Wrestling Academy, j'ai envie de voir, parce que là, il est dans une parfaite opposition de style. On sait effectivement que Kron, quoi qu'il ait fait depuis 2 ans et demi, 3 ans, il n'a pas pu apprendre à boxer, en tout cas pas au niveau de Jourdain. Donc très intéressé, très hypé par ce combat pour voir s'il y a un nouveau Jourdain. Parce que là où je te rejoins parfaitement, Mika, c'est que si on a un Jourdain foufou et qu'il ne le met pas KO vite, il peut aussi... parce que si ça va au sol, c'est terminé. Kron, quoi qu'il fasse de son temps libre, il a un niveau tellement haut en jiu-jitsu brésilien que il y a même pas... Je pense qu'en 8 mois, il n'a pas pu... rattraper le gap et le retard qu'il a sur Kron. Donc voilà, je veux voir, je demande à voir s'il y a une grosse défense de lutte et si ces 8 mois ont été mis à profit de façon importante pour Charles. Moi, j'y crois beaucoup en tout cas. Ah ouais, après, je n'ai pas donné mon pronostic juste. Moi, je vois une victoire de Charles Jourdain, TKO KO, deuxième round. Et pour le premier combat, pareil, je ne m'étais pas prononcé. Je crois qu'on ne s'était même pas prononcé. Je vois une victoire de MF sur KO, TKO, deuxième round aussi. Et pour revenir à ce que tu dis, Aldric, sur Charles Jourdain, en tout cas, écoute, on espère qu'il y aura du progrès de sa part. Après, le problème, c'est que, comme j'avais dit sur une interview de la sueur, j'avais été assez surpris en fait, de cette déclaration. Il disait clairement que ça l'emmerdait, lui, d'avoir des grappleurs en fait, face à lui. Donc, je me dis, à un moment donné, 8 mois, c'est pas grandement assez pour... il peut y avoir de la progression quand même, mais quand tu es combattant et que tu le dis en interview, que tu n'aimes pas lutter, que tu n'aimes pas que les grappleurs se collent à toi et que toi tu veux de la castagne, tu veux que du striking, à un moment donné, j'ai l'impression que le naturel va revenir au galop. Moi, je demande à voir. Après, s'il veut vraiment faire ça, tu vas au bar knuckle. Hein. C'est ça. Ouais, après, moi, la truc, c'est que je ne pense pas que ce soit non plus quelqu'un qui gère, qui ne connaisse pas la lutte. J'y crois pas un seul instant. Franchement, moi, je pense que c'est un problème d'engagement. C'est un problème de gestion de distance dans son MMA, c'est-à-dire qu'il a tendance à trop s'engager, trop s'exposer sur ses frappes et il se fait trop facilement contrer en lutte. Sur les phases de corps à corps, on l'a vu face à Burgos, etc., il y avait quand même un déficit peut-être aussi de puissance, il y a des choses comme ça, mais je trouvais qu'il avait bien géré quand même le combat. Au troisième round, 1 minute de plus, c'était compliqué pour Burgos. Après, bon, effectivement, il y a un temps imparti, il faut s'imposer dans le temps imparti, mais je ne dirais pas qu'il part de zéro en lutte. Je dis que oui, certainement, c'est quelque chose qui l'embête et qui l'emmerde, mais je pense que la clé va être dans la gestion des distances plus que dans la défense de lutte. Après, Kron, ça reste une lutte très basique et très primaire. Il n'y a pas beaucoup de chain wrestling, donc je pense que pour se remettre un peu le pied à l'étrier, s'il a fait ses devoirs, il devrait s'imposer de façon impressionnante. Si, comme le dit Abou, il a gardé son brawl game et il s'est contenté de s'entraîner comme il a fait d'habitude, ça peut être compliqué, mais quand même, moi aussi, mon pronostic, je le vois gagner KO fin du premier ou deuxième round. À voir. Et toi, Yves Mika, écoute, je vais aller à l'encontre de vos pronostics et j'irai Kron par soumission. Premier round. Ah ouais, culotté le. Ok.
On passe au Common Event. Ouais. Belal Mohamed, 4e du classement contre Gilbert Burns qui enchaîne à peine. Là, ça fait à peine un mois qu'il a combattu contre Masvidal. Je pense que c'est un combat qui va sûrement en fait ramener le gagnant pour un title shot dans la catégorie des welterweights. Messieurs, je vous écoute sur vos analyses. Alric, tu avais pas mal de choses à dire là-dessus, surtout sur Belal. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. C'est une quasi-certitude que c'est une demi-finale mondiale. Pour pondérer un peu mon propre propos, je vais quand même évoquer le fait que ça se cherche beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux entre Ousmane et Khamzat. Donc, ça peut aussi être déboulé sur un combat qui serait dans ce sens. Mais sur le papier, au moment où on se parle déjà, Dana avait déjà dit que c'était le prochain pour la ceinture Gilbert et il prend le short notice de Belal Mohamed. Donc c'est de la part de Gilbert Burns, c'est très fort déjà, puisque Dana avait dit que c'était lui le prochain. Et je crois qu'il était comment on appelle ça, en remplaçant du dernier combat, si je ne dis pas de bêtises. Je crois sur Ousmane Edwards, ouais, il me semble qu'il était remplaçant et qu'il s'est carrément pesé et qu'il a été payé. Ouais, c'est ça. Pas dur, mais c'est possible que l'UFC ait fait ça. Ouais. Donc en général, celui qui fait ça, ou non, c'était Kobe la dernière fois, il a dit que ce serait Gilbert le prochain. Autant pour moi. Je crois que c'était Kobe qui a fait le poids contre Leon Edwards et Dana en conférence de presse, ouais, c'est ça, a dit que ce serait Gilbert par la suite. Donc il a été adoubé par le boss et il va quand même chercher Belal, en sachant que s'il perd contre Belal, c'est sûr que c'est mort et que ce sera lui qui fera la ceinture. Donc c'est déjà très osé de sa part. Après, on parlait en off du fait qu'il soit favori sur les sites de Paris. Et moi, je disais que j'étais pas tellement surpris parce que le style des grappleurs qui ont un gros sol, ben ça lui réussit bien. Je l'avais trouvé très très impressionnant contre Sean Brady, qui a peut-être pas le niveau de grappling de Gilbert, puisqu'on parlait de Kron tout à l'heure. Gilbert Burns, il a battu Kron Gracie en grappling, même s'il a perdu aussi 2 fois. Je crois qu'il a perdu une fois en grappling, une fois en kimono, Gilbert, et qu'il a battu une fois à la décision, enfin à l'avantage, en grappling. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, il y a un niveau de sol exceptionnel. Cela étant, Brady, c'est plus costaud. Comme je le disais, moi, j'étais dans le vestiaire quand il a été pesé le jour du combat. C'est 89 kilos. Donc, c'est quand même très lourd pour un welter. Et malgré tout, Belal Mohamed était plus puissant, a fourni beaucoup de volume, a parfaitement contré la lutte de Sean par des déplacements aussi. C'est pas que sa puissance, c'est que Belal, il est intelligent, même s'il n'a pas un très très beau style d'un point de vue technique. Il se déplace bien, il désengage très bien. Quand il remise fort. Moi, je suis absolument pas étonné. Il est durable, c'est-à-dire que même sur le 3e, ça continue à taper fort. Moi, je ne suis pas du tout étonné et je pense que ça va être un combat très, très, très difficile pour Gilbert. Même si, effectivement, pareil, je vous le disais en off, le petit changement depuis les 2-3 derniers combats de Gilbert Burns, c'est-à-dire qu'il attaque plus de loin, attaque aux jambes, il fait beaucoup de ceintures et il travaille là-dessus. On a commencé à voir ça depuis Neil Manny et ça, et dans ces derniers combats, je trouve que du coup, son ratio de takedown a considérablement augmenté. Il ne se contente plus de se battre debout. Il utilise beaucoup sa lutte et son grappling. Et même contre Khamzat, moi, je l'ai trouvé très fort. Il a complètement bloqué la lutte de Khamzat par ses scrambles et sa dangerosité au sol. Donc, très, très, très hypé par le combat. Et si je devais, moi, mettre un favori, ben, j'ai une petite pièce sur Belal quand même. Il est solide. Hein. Il est solide, Belal Mohamed. Il est surtout sous-côté, moi, je trouve, parce qu'il est sur 7 victoires consécutives à l'UFC. On n'entend pas beaucoup parler de lui, mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'a pas beaucoup de hype. Malgré qu'il crache parfois, mais ça prend pas trop. J'ai l'impression que le personnage n'est pas trop adhéré à l'UFC. Mika? Moi, sur ce combat, après, ouais, mais même par rapport au style, Belal Mohamed, déjà, son nom fait qu'il n'est pas hypé aux États-Unis. déjà, faut pas se mentir que il a un style et un nom qui fera qu'il ne peut pas être hypé aux États-Unis. Donc, faut pas chercher plus loin. Après, c'est un combattant qui est solide, c'est un combattant qui ne me fait pas rêver quand il combat.
c'est pas du Habib non plus, tu vois. Il n'est pas au niveau de l'excellence de Habib, il est solide, etc. Mais même dans ce qu'il propose, je ne reconnais pas un domaine d'excellence. Maintenant, c'est vrai qu'il est archi solide. On voit, il a des positions qui sont fortes. C'est jamais extraordinaire ce qu'il propose. Mais voilà, tu peux être sûr qu'il fait le travail. Je ne reconnais pas une qualité en soumission. C'est pas quelqu'un qui va chercher les soumissions. Je crois qu'en carrière, il a dû signer une seule ou deux victoires en soumission, pas plus. Donc, c'est pas un gars qui a un gros grappling de finisher. Il a un potentiel. Ça reste un frappeur, un cogneur. On l'a vu sur son dernier combat face à Sean Brady. C'est quelqu'un qui cogne. Maintenant, en face de lui, je trouve qu'on a quelqu'un de beaucoup plus complet et de très, très explosif. Et moi, le Burns que j'ai vu contre Chimaev, il est quand même inquiétant parce que, OK, au premier et deuxième round, il s'est fait dominer, mais au troisième round, il est revenu. Et bon, même si on connaît Chimaev et on savait qu'il n'avait jamais eu un niveau d'opposition comme ça, Burns, il a montré du cœur. Il a montré qu'il pouvait faire. Et ça a été le premier aussi qui a mis à mal Ousmane. C'est le premier qui a montré qu'Ousmane il était peut-être vulnérable. Et à un moment donné, ça a été chaud dans le début de round pour Ousmane. Donc, je pense que Burns va être, pour moi, il a plus d'armes que Bilal Mohamed, c'est-à-dire que sur l'arsenal qui Burns. Après, Mika, c'est sur ces deux derniers combats, je trouve qu'il est revenu aux sources, comme il le disait Aldric. Là, il utilise beaucoup plus sa lutte pour aller au sol. Mais si tu reprends les combats d'avant, par exemple, notamment contre Ramzat Chimaev, j'ai même pas le souvenir qu'à un moment donné, il tente de ramener le combat au sol. Pourtant, le mec, il a un gros background au sol. Tu vois, il est champion noir IBJJF. Mais sinon, avant ces deux derniers combats, tu le voyais beaucoup rentrer à la bagarre, beaucoup boxer. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu revenu aux sources et qu'il commence à retourner dans ses points forts, tu vois. Sachant que. Je ne sais même pas si la solution contre un Bilal Mohamed, quand tu as le niveau de sol de Burns et que tu sais qu'en face de toi, ce n'est pas un mec qui va vraiment soumettre, s'il n'a pas intérêt à casser cette distance le maximum possible. Moi, je pense que. Après, c'est vrai que Bilal Mohamed, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il a l'air solide, quoi. Il est épais, hein, il est large. Ouais. Moi, je l'avais vu, je crois, c'est face à Thompson. Thompson, c'est un bœuf dans la KT et il l'a ramené, et même face à Luque, il l'avait ramené dans tous les sens. Et ça, c'est des gars qui sont solides, hein, Luque et Thompson. Donc, en fait, ma question, ça va être de savoir sur le déficit de puissance, qui va être en déficit de puissance. Est-ce que l'explosivité va prendre le dessus sur le déficit de puissance ou est-ce que la puissance de Bilal Mohamed va réussir à maintenir Burns? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que le poids, le jour du combat et la puissance vont être prédominants? Moi, je suis persuadé qu'ils vont avoir… Si on prend les combats de Gilbert Burns où il a excellé, c'est-à-dire le combat contre Masvidal, le combat contre Neil Magny et même le combat contre Thompson, on sait quand même que ces trois individus sont des vrais welterweight, mais ne sont pas des welterweight très lourds. Thompson, quand même. Regardez la manière dont Belal Mohamed il maintient Thompson sur les trois rounds et la manière dont Gilbert Burns il galère à emmener et à maintenir Thompson. Et moi, c'est là où je me suis dit qu'il avait vraiment un grappling, une lutte très très efficace et au niveau de la puissance, il le maintenait sans qu'il se relève, Thompson, contrairement à Gilbert Burns. Moi, je pense que c'est des qualités qui sont dues au poids. Là, on parle vraiment de très très gros Walter. Il est énorme, Belal. Vraiment. Pour ceux qui ont envie de regarder le combat, regardez le combat Belal-Brady. Brady 89 au jour du combat et je le trouve pas léger, mais il est surpassé en termes de puissance. Il n'arrive pas à casser la distance, il n'arrive pas à se rapprocher et sur les peu de séquences de corps à corps qu'il a voulu initier, il s'est fait bouger. Donc tout ça mis bout à… Moi, je suis fan de Gilbert, qu'on ne se méprenne pas. Je suis absolument fan de ce garçon. Il est fun, il est agréable à regarder. Je trouve que debout, il a réussi à développer un style très technique et très explosif. Et il est beau à voir. Mais je ne suis absolument pas fan de Belal. Mais force est de constater que son poids, sa puissance, sa durabilité et ses déplacements, à mon avis, vont être un gros problème. Un gros problème. Et si on passait au pronostic alors Burns ou… Écoute, moi j'ai envie de mettre Burns parce que quand même contre Chimaev, il a montré qu'il savait résister quand même à la puissance et à un certain niveau de lutte et de grappling et on l'a même vu réussir à se relever et tout au troisième, un peu tardivement. Mais je pense que face à Bilal Mohamed qui est quand même moins aguerri sur le sol qu'un Chimaev, je pense que Burns va réussir à s'en sortir. Ça va être compliqué le premier round. Il ne faudra pas laisser de perdre trop de plumes, mais je vois bien un Burns s'imposer.
Et je vais même aller jusqu'à dire qu'il va mettre KO TKO Belal Mohamed au 3e. Aldric? 29-28 Belal. Ok, moi je dirais aussi Belal. J'aimerais aller le voir titiller Colby ou même. Parce que là, personne ne l'attend en tout cas. Belal, donc j'aimerais quand même aller le voir pour une chance au titre. Après, comment? Je sais pas. On passe au main event. Ah ouais. Je pense que ça, c'est le combat qui hype pas mal de personnes. Attends, et pour revenir sur la tendance des paris, je reviens juste sur une petite tendance. On a Charles Jourdain contre Gracie. La tendance est à Jourdain, c'est-à-dire qu'il est nettement favori avec une cote d'1,50 contre 2,50 pour Gracie. Sur Burns, Bilal Mohamed, on a 1,67 pour Burns et 2,07 pour Mohamed, donc le favori, celui qui est le gagnant, c'est Burns pour l'instant. Mais où est-ce que vous voyez les cotes de paris? Sur BetClick, par exemple. Okay. Ouais, après, je veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier parce que je suis pas un grand expert et tu sais que en plus, en tant que staff de l'UFC de Manon, j'ai pas le droit de parier. Mais il me semble qu'à l'ouverture des cotes, c'était Belal qui était légèrement favori. Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble. Et ben, comme John Jones contre Cyril Gane, à l'ouverture, c'était c'était Cyril Gane qui était favori, et après, la tendance s'est inversée dans. Ouais, je crois qu'il y avait une cote à 2 pour Cyril, pour Jones quand les paris sont sortis, et c'était 2 pour Cyril quand avant, un jour ou deux avant le combat. Tu as raison. Ouais, c'est incroyable. Mais je crois que parfois ça change lorsqu'il y a les coups de down qui sortent, les embêtements. En fait, c'est pas aussi. Tu as le nombre de personnes qui votent. C'est ça. Les mecs, ça reste des financiers. À un moment donné, tu as un risque financier. C'est-à-dire que si tu as tout le monde qui parie sur un gars, ils se posent la question et à un moment donné, ils inversent la cote de façon à ce que d'autres parient pour équilibrer les pertes. Ils sortent des cotes initiales sur de la spéculation et après, elles s'affinent mathématiquement et de façon exponentielle en fonction des paris. C'est exactement ça. Mais en tout cas, ça donne une tendance sur les pronostics. C'est pour ça que je la donne. Donc, je disais, il y a le champion des bantamweight Aljamain Sterling qui défendra sa ceinture contre Henry Cejudo après plusieurs années d'absence. On le voyait évoluer en tant que coach, notamment pour le camp d'entraînement de John Jones face à Cyril Gane. Il avait accompagné Weili Zhang aussi, il me semble. Donc voilà, il est de retour en tout cas pour tenter de prendre la ceinture contre Figueiredo. Merci. Donc là, voilà, il sera de retour en tout cas ce week-end pour prendre la ceinture, enfin pour tenter de prendre la ceinture à Aljamain Sterling, qui avait été élu champion un peu pas trop respecté face à Petroyan sur le coup de genou illégal, mais depuis on a vu un changement total. Lorsque de la revanche, il s'impose par décision unanime. Ensuite, il met un TKO ou un. Attention à contre Dillashaw, il se blesse première minute du combat. Je suis d'accord avec toi, Mika. On a regardé le combat ensemble. J'étais même pour Dillashaw, mais bon. Il gagne et il fait le taf. C'est ça. Donc en face, on a un BJ Black Belt qui est aussi champion universitaire, il me semble, Aljamain Sterling en lutte. En face, on a du très 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 haut niveau Olympic Wrestling, Cejudo qui est maintenant un combattant complet de MMA. On le voit même souvent striker, malgré qu'il a ce gros background en lutte. Franchement, moi honnêtement, j'ai vraiment du mal à me prononcer sur nos pronostics ou même sur l'issue sur le combat tout simplement parce que j'ai du mal à voir en fait Sterling imposer son sol face à Henry Cejudo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mika, Aldric, qui se lance? Comme vous voulez. Moi, je suis. Comme vous voulez, j'ai des choses à dire, mais comme vous voulez. On le fait sous forme d'échange. Je commence et puis tu complètes ce que tu veux et on se répond. Moi, ce combat, beaucoup d'interrogations. Alors, j'ai déjà une conviction profonde pour l'avoir croisé à l'UFC Performance Institute et pour avoir vu comment il s'entraînait. Aljamain Sterling, c'est un modèle et un exemple de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des trucs complètement ouf. C'est-à-dire que j'ai vu Sterling demander conseil à Brandon Moreno, et suivre son entraînement de façon très humble alors qu'ils étaient champ tous les deux. Donc, il va chercher la connaissance, il cherche à se perfectionner. Effectivement, pour moi, le premier combat contre Yann, c'est un peu catastrophique, la façon dont il gagne, il faut dire les choses, même si je suis assez fan de ce qu'il fait. Après, là où pour moi il est vraiment legit, c'est lors de la revanche. Quand ils font la revanche, son mind game est exceptionnel.
son game plan est très bon. Ce qu'il est capable de faire avec ses prises de dos à la volée en sac à dos debout, c'est exceptionnel. Il a un gros grappling. Sa lutte est solide. De temps en temps, il se disperse un petit peu, mais je trouve qu'à chaque combat, en tout cas, il témoigne d'un travail, d'une constante évolution. Et là-dessus, la constante de ça, là, ce dont on est sûr, c'est qu'on aura un meilleur Aljamain qu'on a vu encore à Abu Dhabi, puisque je rejoins Mika, il a pris un Dillashaw blessé. Alors, est-ce qu'il était déjà blessé? Est-ce qu'il s'est blessé? En tout cas, il n'était absolument pas compétitif pendant ce combat. Il a déroulé ça en roue libre. Mais je sais que ce gars s'entraîne. Je sais que le fait qu'il ait eu Merab pendant toute la prépa, même si Merab, c'est pas tout à fait la même lutte que ses judo, ça reste quand même, il a pu quand même se focus sur un game plan. Et j'ai vraiment hâte de voir quel Aljamain on va avoir. Pour ces judo, après, avant de passer la parole à Mika, eh ben, je sais pas, en fait. On a un mec qui n'est jamais vraiment tombé à l'UFC parce que même si il est un takedown comptabilisé, ce takedown, il faut le regarder, pour moi, il est absolument pas sécurisé. Donc, ces judo, il se sert pas beaucoup de sa lutte. Il met beaucoup d'intention, il met beaucoup de feintes dans son travail, il boxe, mine de rien, il envoie des coups de pied aussi. Donc, moi, ma première interrogation, c'est quel judo on va avoir. Ma deuxième interrogation, c'est Aljamain est un énorme gabarit. C'est moi un des plus gros de la KT pour moi, et je l'ai vu, il est vraiment très musculeux, il a très peu de déchets, il a très peu de gras. C'est un mec qui est hyper puissant et très grand pour la KT. Est-ce que le fait que ces judo viennent de la KT d'en dessous, ça va lui poser un problème? Est-ce qu'il va réussir à imposer sa boxe? Dans quel état est-il après 3 ans? Ce qu'on appelle le ring rust. Alors, ça ne s'est pas vu pour Mansour, mais ça s'est vu pour plein d'autres athlètes qui ont des pauses importantes dans leur carrière. Est-ce que quand il était coach, il s'entraînait quand même? Il y a énormément de paramètres que je n'ai pas et je suis vraiment hypé par ce combat pour tout ce dont je viens de parler. Ouais, après, moi, ce que j'aime, c'est le cœur déjà, c'est Cerudo à mort. C'est-à-dire que j'ai envie que Cerudo il gagne parce qu'il a une carrière qui est juste incroyable. Tu es champion olympique, tu viens, tu gagnes 2 catégories différentes. Tu as battu l'un des plus grands GOAT de l'histoire du MMA, c'est-à-dire Demetrius Johnson, même si pour moi, la victoire est légèrement stable. Ça restera pour moi les 2 plus grands de cette catégorie dans le MMA, indéniablement. Cerudo, pour moi, il m'avait juste bluffé, c'était quand il avait affronté Dominick Cruz. La facilité avec laquelle il avait défait Dominick Cruz était juste incroyable. Après, c'est pareil, Dominick Cruz n'était pas à son max, il revenait pas c'était pas le meilleur Dominick Cruz qu'on ait connu, mais c'était incroyable. Je me souviens aussi de la manière dont il avait KO'té Dillashaw quand Dillashaw avait tenté et qu'il s'était fait tester positif, je crois. Ouais, le PO pour sa descente à 57, ouais. Exactement, qui s'était débarrassé de lui après avoir s'être débarrassé de, comment dirais-je, de Dimitrius. En gros, c'est quelqu'un qui a battu les plus grands. Hein. On voit la carrière de Sergio Pettis aujourd'hui au Bellator, c'est incroyable. Il a battu vraiment des grands noms du MMA. Et il va tout le temps chercher le défi. Là, 3 ans d'absence, il revient pour une ceinture et dans la KT supérieure. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas sa KT naturelle. Après, il prend du poids et il y a l'âge aussi. En face de lui, on a Sterling. Sterling qui n'a jamais été, à mes yeux, archi convaincant, hormis contre le Petroyan numéro 2, où là, il s'impose par décision partagée. Et force est de constater que si, il a gagné Petroyan de manière correcte. Le combat contre Dillashaw, pour moi, ce n'est pas une référence. Maintenant, quand je vois ce que Petroyan a produit sur ses derniers combats, au final, si je mets tout en perspective, je me dis que Sterling, c'est pas non plus le GOAT de cette catégorie, quoi. Il y a eu meilleur avant lui, il y aura meilleur après lui. Je suis persuadé qu'il n'est que de passage dans cette catégorie. Je suis dur avec lui, hein, mais je suis persuadé que ça va être compliqué pour lui. Je pense même peut-être qu'un O'Malley, un Dvalishvili peuvent le faire douter et le terrasser. Maintenant, sur la lutte pure, je pense que Cerudo est à des années-lumière de Sterling. Mais j'ai un gros quid, c'est sur le niveau de puissance et l'incertitude que va réussir à mettre Cerudo face à Sterling. Parce que Sterling a quand même un avantage. Mais moi, je trouve que Mika, en parlant de puissance, je trouve que Cerudo il a plus d'impact lorsqu'il frappe, oui, contrairement à Sterling. Sterling, il a beaucoup de volume. Il est peu organisé dans sa boxe. Comment? Toi, tu parles en puissance de frappe, et moi, je te parle en puissance de lutte. Et surtout qu'il a pris du gab, hein, je trouve. Hein. Il a pris de la masse, Sterling. Hein.
Parce que le Sterling, quand il a bloqué Dillashaw au sol, même si on a vu qu'il y avait un gros problème d'épaule, c'était un Sterling qui était costaud. Quand on l'a vu contre Petroyan, les transitions au sol, elles étaient juste incroyables. Les transitions au sol, Mika, mais le problème, c'est que je trouve que Sterling, des fois, dans sa manière de rentrer, à part quand il prend le single leg et qu'il arrive à prendre l'angle et passer dans le dos, mais la manière des fois dont il rentre en double leg, c'est pas préparé et souvent, il se fait bloquer comme ça, hein, dans le premier combat et dans le deuxième combat contre Petroyan. Après, Exactement. dans le deuxième combat, et notamment contre Dillashaw, tu vois qu'il arrive à bien rentrer sur un single leg et c'est là où il prend le dos. Après, une fois qu'il est installé dans le dos, en général, c'est comme ça qu'il gagne les rounds. Et je pense que c'est aussi une manière qu'il va pouvoir de battre Cerudo, c'est avec son sol. Maintenant, attention, moi, par définition, je le sais, quand à l'entraînement, tu combats avec des petits gabarits, c'est difficile de grappler avec eux parce qu'ils ont des petits segments, c'est difficile d'aller chercher des bons crochets, c'est difficile de bien mettre son poids de porc. Et comme tu le dis, eux, ils sont plus denses forcément parce qu'ils sont plus petits et donc il y a de la puissance. Maintenant, je pense que Sterling, sur les phases de lutte, sera plus puissant. Sur les impacts de frappe, je suis entièrement d'accord avec toi que Cerudo sera plus dangereux. Moi, j'ai un gros quid. Mon gros questionnement, c'est dans quel état d'esprit revient Cerudo. Est-ce qu'il revient en se disant, un peu à la John Jones, c'est mon héritage, je ne peux pas perdre, je vais tout gagner, je suis en mission de ouf. Ou est-ce qu'il revient en se disant un peu, en se challengeant un petit peu, il vient d'être papa, on le voit souvent avec son enfant, il revient pour faire un peu d'oseille aussi, puisque ça met du beurre dans les épinards. Tu vois, c'est un vrai questionnement. Maintenant, non, moi, ça fait un petit moment qu'il veut revenir. Hein. C'est juste que parfois, Dana White lui donnait pas l'heure. Mais ça fait un petit moment qu'il tweetait parfois, qu'il lançait des pics et tout à Al Jarmin. Et même avant Al Jarmin, je crois que c'était Petroyan le champion. Donc, je pense qu'il a vraiment une envie de revenir pour sa legacy. Après... Pour compléter un peu ça, tu sais que quand tu dois revenir à l'UFC après avoir été sorti de la liste du SADA, il faut attendre une période de 6 mois et après tu peux prétendre à être matché. Donc ça met du temps quand même. D'ailleurs, je sais même pas, il faudrait vérifier parce que ça se vérifie sur le site, si Conor s'est fait mettre sur la liste de l'USADA ou pas encore à propos de son retour. Parce que je vais un truc passer là-dessus. Il y a 6 mois d'attente. C'est pour ça qu'il s'est dit attends, j'ai encore besoin un peu de cure. Laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, il était au Barnacle, il est énorme, il buvait du whisky dans la tribune, c'était une catastrophe à regarder sportivement. Mais pour Cejudo, je sais que ça a mis du temps. Il s'est réinscrit sur le liste Ishwada il y a 9 ou 10 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, le reste, il fallait qu'il soit matché. Donc, ouais, moi aussi, je partage les mêmes interrogations. Après, j'aime bien aussi ces judo parce que, comme John Jones, c'est des mecs qui sont passés maîtres dans l'expertise. Ils font beaucoup de visionnage vidéo. Est-ce que toi, tu partages mon avis quand même, Mika? Alors, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on a vu pour le moment de Aljamain, c'est pas dingue. Surtout quand on recontextualise effectivement les performances de Petr depuis son combat, d'ailleurs, depuis qu'il a perdu sa ceinture. Après, moi, je trouve quand même qu'on voit un Sterling qui s'améliore très nettement à chaque apparition. Je parle de ses 4-5 derniers combats. Moi, je trouve qu'on voit de réels progrès et c'est rare quand même à ce niveau de compétition de voir quand même les mecs qui arrivent à monter un step à chaque affrontement et qui montent de nouvelles choses et qui montent du striking, des skills en striking un peu supérieurs, de nouvelles choses au sol. Moi, je trouve quand même qu'il s'améliore et qu'on voit qu'il y a du travail à chacune de ses apparitions depuis 4 ou 5 combats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, ouais. Moi, j'ai du mal à juger, puisque entre là où j'ai vu qu'il y avait une vraie progression, c'est entre Petroyan 1 et Petroyan 2. Ouais, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Là, l'évolution, je la vois. Entre Petroyan 2 et Dillashaw, je ne vois pas forcément d'évolution. Je vois juste que il est au-dessus et qu'il fait le taf au sol. En tout cas, il vient avec un plan précis en tête, il y arrive. Et après, sur le combat contre Sandhagen, c'est là où je l'ai découvert et le combat, il a duré même pas 1 minute et quelques. Donc, pour être honnête, voilà, j'ai pas vraiment suivi sa carrière avant et donc je peux pas te dire s'il y a vraiment une marge d'évolution à chaque fois entre ces combats. Mais après, je reviens à un truc sur Cerudo où je suis parfaitement d'accord avec toi et justement, j'allais le citer comme étant un putain d'atout. C'est que quand même, quand tu vois l'analyse de Cerudo sur le combat de John Jones, je te dis que le mec aussi, il ne laisse rien au hasard et c'est des mecs qui respirent le MMA. Franchement, tu vois, autant John Jones, c'est un sociopathe et tout. Cerudo, forcément, il était investi dans le camp d'entraînement, on l'a vu. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que c'est une bonne chose pour John Jones, qui est un poids lourd, d'aller s'entraîner avec Cerudo dans un gymnase au bout du monde alors que c'est des poids légers? Et la réponse a été oui.
il a quand même réussi à faire des choses de ouf. Et on a vu que ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement, Ça s'est répété, ouais. Ouais, le scénario guillotine, c'est judo, si je dis pas de sottises. Hein. Ouais, tu le vois carrément. Il lui donne même les différentes issues. C'est-à-dire que dans le scénario, il dit il va faire ça, il peut faire ça. Ne frappe pas, place-toi. Oui, c'était hyper intéressant. Ça dit mieux que moi que c'est plus facile d'analyser un combat de l'extérieur que de reproduire les choses à l'intérieur. Là, on va dire, on le voit en tant que coach ces dernières années, donc forcément, il a dû développer des facultés d'analyse. Non, mais je dis pas qu'il va réussir à mettre en place. Oui, bien sûr. C'est que je suis persuadé qu'il a vu des failles dans le jeu de Sterling. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, sa méthodologie d'entraînement, les analyses vidéo et tout. Après, on va dire là, on sait que la clé pour Sterling, c'est d'imposer son sol. Et moi, là, le gros point d'interrogation, c'est ce que je me dis, est-ce qu'il va chercher à garder le combat debout, Cerudo, ou à imposer sa lutte? Et même s'il impose sa lutte, je ne le vois pas, on va dire, mettre en danger Sterling, en fait, même s'il réussit à l'amener. C'est là où je me dis que j'ai du mal à voir l'issue du combat. Ah, tu dis, s'il arrive à mettre Sterling sur le dos, tu penses qu'il va pas pouvoir capitaliser, toi, c'est judo? C'est ça que... non. Écoute, ça fait partie des... Moi, je te dis, mon interrogation majeure, c'est le Gab. Vraiment. Parce que, effectivement, il a mis des KO, il s'est souvent servi de sa boxe, mais on l'a quand même plus vu être performant en flyweight au niveau de son striking qu'au-dessus. Et ensuite, l'autre, il est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Pour moi, il a plutôt un gabarit de 66, voire de petit 70, vraiment. Il est costaud, il est grand, musculairement, il est hyper athlétique. Est-ce qu'il va y avoir une différence ou pas au moment du combat? Ça, le seul moyen de le savoir, Mika parlait la dernière fois de Shavkat et il disait on découvre la puissance du mec quand on se bat contre lui. Et là, c'est la même chose. Sterling, je pense qu'il va découvrir sa puissance au moment où il va l'avoir en face. Et ça, effectivement, d'un point de vue projection, spéculation, technico-tactique, tu peux pas le savoir. Tu peux penser à des mouvements, à un game plan, à des feintes et tout, mais par contre, quand il va l'avoir en face et qu'il va y avoir le premier bras dessous, là, il va sentir si c'est costaud ou pas. Et moi, je pense que c'est hyper costaud pour la KT. Hyper costaud. On passe au pronostic. Je vois Cerudo gagner décision. Aldric. Moi, je dis 4e, Sterling, pas une finalisation, mais il déborde et c'était KO. Bon, moi, c'est le cœur qui dit Cerudo, mais je pense que l'issue du combat sera pour Sterling par TKO. J'espère pas. En vrai de vrai, je n'espère pas. Je veux une victoire de Cerudo. Ouais. Après, attends, le mec, il est déjà champion olympique, il a 2 titres UFC. Ce qui fait, la performance, elle est exceptionnelle. Et j'invite tous les jeunes auditeurs en MMA, c'est-à-dire que les mecs qui découvrent le MMA depuis 2-3 ans, ils savent peut-être même pas qui c'est. Et donc, c'est quand même hyper intéressant de voir un mec qui s'est préparé pour les Jeux Olympiques, ça dure 4 ans. La lutte, surtout en plus dans cette catégorie de poids-là, lui, il mérite vraiment un traitement particulier de notre part parce que gagner les JO en lutte à 84, dans des KT un peu lourdes, c'est déjà pas une mince affaire, mais il y a moins de monde. Mais là, dans ces catégories-là où il y a les Russes, les Tadjiks, les Chinois, il y a tout le niveau de gratin mondial et tous les gabarits. L'autre, il a gagné dans ces KT-là. C'est exceptionnel ce qu'il a fait de gagner les JO en lutte dans ces KT parce que là, il y a vraiment tout le monde. Il y a tous ces pays asiatiques de l'ex-URSS qui sont super forts. C'est exceptionnel. J'ai envie de changer mon prono, Aldric, là, à cause de toi maintenant. Mais non, mais c'est vrai, c'est un GOAT ce mec. Mais moi, je dis que là, il y a du lourd en face, un mec qui s'entraîne, même si on l'aime pas, moi j'avais un a priori plutôt négatif et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte quand même que c'est un bosseur. Pareil, exactement. Moi-même, tu sais, j'ai été archi. Ouais, j'ai trop vanné, tu vois, suite à ce qu'il avait fait. Ouais. Non, mais tout le monde, Mika. J'avais mis une photo, tu sais, du mec qui pleurait sa femme alors que c'était lui qui l'avait tué. Je crois que c'était fatal. Et Mika, tu sais que cette image, elle avait pas choqué, mais elle avait embêté. Tu sais, celui qui tient le podcast au Canada, Fréquence MMA. Ouais. Et il m'a, tu vois, on avait fait un podcast ensemble et il m'a dit, tu sais, j'avais une mauvaise image de toi parce que tu avais mis cette image-là et tout. Et en fait, c'est vrai parce que moi, j'étais dans mon délire
Et c'est vrai que c'est manquer de respect ensuite à tout le travail qu'il fait, parce que Sterling, il n'en est pas arrivé là pour rien non plus. Donc, il faut reconnaître ce talent. Mais non, mais même l'UFC l'avait pas respecté, je crois, parce qu'ils avaient sorti une image à un moment donné lorsqu'il y avait le deuxième combat. Après, il a fait la fête dans l'hôtel. Il faisait genre, il se touchait la nuque comme ça. Après, il est parti. Donc, tu vois ce que je veux dire? Après, franchement, qui ne l'aurait pas fait? Ce que je veux dire, on parle d'une ceinture qu'il était en train de perdre. le mec, voilà quoi. Non, mais en plus, un mec qui a déjà combattu, c'est compliqué de gagner une ceinture comme ça ou de la perdre d'ailleurs. Donc, Ouais. non, je pense que le sujet était vraiment opportun de plaisanter dessus parce qu'il n'a vraiment pas eu la classe quand il a pris sa ceinture. Après, ce mec-là bosse. On parlait quand même tous les deux tout à l'heure de l'aspect technico-tactique. Ray Longo, c'est pas un peintre non plus. C'est quand même le mec. On parle très peu de ce coach. Tu sais, souvent, même aux États-Unis, maintenant, on fait des schémas très simples. C'est Extrême Couture ou est Trevor Whitman. C'est-à-dire que voilà, c'est Eric Nicksick, Trevor Whitman, et à côté de ça, il y a un petit peu le mec qui s'occupe justement de Gilbert Burns, là, le Hollandais. Bon, le nom va me revenir, mais c'est pas très important. Mais voilà, et on fait des raccourcis et on entend rarement parler de Ray Longo, mais Ray Longo, c'est grosse équipe derrière lui. Il y a Merab, il y avait avant Matt Serra quand il était combattant. C'est un mec qui a beaucoup d'expertise dans le MMA et qui peut-être a pu préparer quelque chose d'important et de significatif pour ce combat. Donc, ouais, grosse hype, moi. Moi, je suis hyper hypé par ce fight et j'ai envie de voir, parce qu'il s'est passé du temps quand même depuis Abu Dhabi. Donc, est-ce qu'il a encore évolué, Sterling? Est-ce qu'il a bossé dur? Est-ce qu'il va pouvoir nous mettre un degré d'opposition intéressant? Et j'invite justement les gens qui découvrent le MMA par le biais du AB Show et qui savent peut-être même pas qui est ces judo, à aller regarder ce qu'il a pu accomplir et en MMA et en lutte auparavant parce que c'est énormissime. Abou, tu as changé ton pronostic alors? Ouais, effectivement, tu m'as un petit peu convaincu. Enfin, le cœur, il dit Cerudo. Donc, moi, s'il y en a un des qui perd, je pourrais dire, ouais, mais j'avais dit. Okay. Le cœur, il dit, on fait pas de régime, on mange et on mange. Du coup, on fait toujours notre cœur, il dit. Et juste, je reviens sur un truc, Aldric, mais on n'en parle même pas 2 minutes, parce que sinon, on va perdre des auditeurs, parce que ça c'est pas partie du truc. Si je te dis qu'aujourd'hui, l'une des teams en Europe la plus performante, c'est le Great Britain Top Team de Brad Pickett et de Ash Grimshaw. Ça te parle? Ouais, écoute, ça m'étonne absolument pas. Ils sont pas hyper connus du grand public parce que il y a quand même pas mal de fighters qui sont au Bellator et dans d'autres ligues, mais c'est une énorme team qui excelle, d'après moi, surtout dans des poids 61, 66. D'ailleurs, on va quand même faire un petit cocorico quand même. T'as raison d'en parler. Une de leurs représentantes, Claire Lopez, vient de battre Kana, je crois qu'elle s'appelle comme ça au Japon, par une super clé de genou d'un combat qui avait très bien démarré, mais qui pour moi elle était en train de perdre. Donc énormément de fight IQ derrière ça, très bien coaché par Pickett et son coin qui lui disent de faire quelque chose absolument là où beaucoup de combattants se seraient contentés du takedown. Donc moi j'ai regardé ce combat, j'ai apprécié ce combat et pour faire un parallèle avec Marshall, quand il fait tomber Gomis, il reste au sol et il tente rien et du coup il perd par split. Et je pense que si Claire avait fait ça, a 90% de chances qu'elle aurait perdu également ce combat, soit par unanime, soit par split. Donc elle est allée chercher une très belle soumission par une clé de genou qui est très rare en fait en plus à faire en MMA. Et voilà, et elle a fait briller cette team qui est effectivement très peu connue, mais moi en tout cas j'aime bien Brad Pickett et en plus je trouve que elle est pas du tout représentative de son style. C'est une team hyper intelligente. Et je dis pas que lui était bête, mais tu vois lui c'était un puncher, un brawler presque. C'est un brawler, ouais, clairement. Son surnom de One Punch, il l'a absolument pas usurpé. Mais la team qu'il a déployée aujourd'hui, c'est des mecs hyper intelligents avec beaucoup de fight IQ, très complets, avec une lutte aussi bonne que le pied-point. Et je suis absolument pas étonné que tout le monde dise que c'est une des meilleures clubs européennes parce que je pense que même dans cette caté-là, c'est la meilleure, à mon avis. Je pense qu'ils sont devant le All-Star dans cette caté parce que le All-Star, c'est quand même mieux pour des 85 et plus, je pense. Ouais, de toute manière, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a 3 teams vraiment connus en Europe et en France, on a forcément le Factory, mais c'est le All-Star, le SBG Irlande et le Great Britain Top Team. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que selon les poids et selon aussi là où tu veux évoluer,
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le SBG, ça a une expertise. Malgré que ce soit Connor qui l'ait fait connaître, le travail est plus fait sur du scramble et du cache control. Ouais, c'est ce que j'ai eu pas mal de retours là-dessus. C'est là où j'ai été surpris parce que je pensais que c'était une team exclusivement de strikers, mais apparemment il y a beaucoup de cache control et tout. Ouais. Énormément de travail en cache control et en scramble. Et je pense que la team la plus complète, pareil, hein, au All-Star, il y a énormément de lutte et de conditionnement physique. C'est un truc de fou, All-Star, niveau lutte, tu le vois de toute manière avec les coachs là. J'ai oublié son coach en lutte là. Ils ont un coach qui est archi fort. Là, comme ça, de tête, je te dirais que Reza Madadi, qui était un des coachs de lutte, mais pour les petits poids, est maintenant en Espagne parce qu'ils ont fait une succursale en Espagne. Il y a celui qui combattait en 93 kilos et qui est aujourd'hui poids lourd à l'UFC, d'origine iranienne, là, Ilir Latifi. Ouais. Il y a même leur head coach, il a une sensibilité là, Andreas. Oui, Andreas Michael, ouais, qui est un ancien légionnaire qui a une grosse sensibilité lutte. Et même Alan Nascimento, Chocolat, le prof de sol, c'est pas un mec du dos, c'est un gordero, il fait tomber, il passe la garde, donc très gros gym au niveau lutte aussi. Et je pense que s'il y a un gym dans tout ça qui sort un peu son épingle du jeu en striking, même si le Factory c'est quand même un gym de striking aussi, ouais, c'est le gym de Piquet, ouais. Bon, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais bon, c'était un petit sujet bonus. Je trouvais que c'était intéressant de regarder un peu ce qui se fait en Europe, parce qu'on a tendance à regarder un peu ce qui se fait en France, et on oublie qu'il y a aussi des belles, quand je vois sur chaque week-end, et je vois les noms des teams qui ressortent chaque week-end dans toutes les orgas, que ce soit Octofight, KSW, Catch Warrior, Ares. Je les revois. Même PFL, hein. Brad Pickett, il y avait des mecs au PFL Europe aussi. Non, elle est complète, la team. Lui, il est partout en ce moment. Franchement, je le vois. En tout cas, on fait un petit aussi Canada, il y a la Boxing Squad à Casada parce que vous performez pas mal. Vous êtes dans le sud de la France. On sait que quand on n'est pas en région parisienne, c'est compliqué quand même de trouver du bon sparring et de faire évoluer les gars, j'ai l'impression. Parce qu'il y a pas mal de mecs du nord et du sud qui vont. C'est une petite team, tu vas te faire engueuler, gros. Non, ça y est, c'est fini, ça. Ça y est, on est passé au stade, on n'est plus une petite team. Écoute, rapidement, on fait un petit clin d'œil vite fait. On aura 2 représentants. Je ne sais pas qui commente le Cage Warrior pour si Mika, tu vas le commenter sur RMC ou pas. Mais il y aura 2 gars de l'équipe au Cage Warrior Rome. Il y aura un gars de l'équipe au Ares la semaine prochaine. Non, il y a quand même du monde. Après, moi, pour ma part, le fait que j'ai Manon en féminine, il y a beaucoup de filles qui demandent à venir. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à l'équipe anglaise, puisqu'on a récupéré Manuela Marconetto qui veut s'entraîner avec Manon et qui était auparavant chez Piquet. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Manon, le fait qu'il y ait Axel, le fait qu'il y ait Ilyes Giroun et Virgile maintenant fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir s'entraîner au club. Et que j'espère que ça va, parce qu'on est à Nice quand même, c'est intéressant, le climat et tout, donc je pense que ça peut attirer. En tout cas, il y a beaucoup de gens maintenant qui me demandent si je suis OP pour faire des camps. Pour l'instant, je ne veux pas le faire parce qu'il me manque encore un peu de staff, mais j'espère vous annoncer d'ici peu un croustille très intéressant sur l'enrichissement de l'équipe, un nom international, voire mondial au sol, et qui complétera mon équipe pour que je puisse accueillir d'autres personnes pour des camps. Allez, on veut l'exclusivité du coup. On la veut. Okay. Attends, non, vas-y, tranquille. Et pour la semaine prochaine, juste, je reviens, voilà, je fais une petite présentation. Bon, cette semaine, on le sait, ce week-end, il y a l'UFC, on a choisi. Aldric vient de le dire, vous avez le Cage Warrior qui se déroulera c'est le 6 mai à Rome. C'est le Cage Warrior 154, il y aura 2 Français sur la carte. Et surtout, on va revenir la semaine prochaine avec une vidéo pour choisir un peu les combats de la semaine. La semaine prochaine, donc la semaine pour laquelle on reviendra, c'est les combats qui se dérouleront entre le week-end du 11-12 mai, je crois. Et on aura le Ares 15 qui se fera le 11 mai. Et évidemment, le Bellator 293 Moussassi Edwards le 12 mai, avec notamment en common event Mansour Barnaoui contre Brent Primus et tous les autres Français, Thibaut Gouti, David Gallon, Grégory Baben, Yves Landu, Bourama Kamara qui affrontera Romain Desbiennes. On aura aussi le prodige Azael Adjouch contre Georges Sassou et Fabakary Diatta. Donc, franchement, grosse délégation française. Encore une fois, pour ceux qui sont de Paris, en région parisienne, allez les supporter. Ça à Bercy, il faut que ce soit full. Je pense que ça va être une ambiance de ouf.
Il faut au moins que ce soit comme l'UFC Paris. Je vous assure que ça va être un événement de ouf, mais on y reviendra la semaine prochaine. Ouais, moi j'y serai en tout cas parce que même si la première carte elle était déjà sympa, je suis absolument hypé par celle-là. Elle me donne vraiment envie. Je trouve qu'elle est lourde et j'ai vraiment envie de voir ça. Effectivement, moi hyper hypé par cette carte. Incroyable. De même. Bah, écoutez, on se reverra avant les événements pour faire une petite preview. Et ben, on se croisera aussi à Arès et au Bellator, messieurs. Bonne soirée à vous. Salut, Ciao. bonne soirée.